J'invite, sous vos applaudissements, le professeur Matata Pogno, éditeur responsable de la revue Congo Challenge, qui va me rejoindre ici justement pour la présentation du chapitre consacré au Fonds monétaire international FMI. Sous vos applaudissements. Monsieur le recteur de l'université protestante du Congo, monsieur le secrétaire général académique, messieurs les professeurs, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette séance du lancement du numéro 1 de la revue Congo Challenge pour l'année 2020, un numéro qui devait en principe sortir en juillet, mais pour raison de la Covid, nous le sortons avec un léger retard. Comme l'a introduit le professeur Tangoma tout à l'heure, il y a plusieurs articles, mais j'ai été chargé de vous présenter pour cette séance de lancement l'économie de l'article qui porte sur l'impact des programmes du Fonds monétaire international sur le développement des pays, essentiellement les pays en développement. Ceci est très important, mesdames et messieurs, distingués invités, parce que la RDC a repris avec le Fonds monétaire international depuis quelque temps. Et il y a eu beaucoup d'espoir et beaucoup de débats sur la pertinence et sur l'opportunité de la reprise par la RDC de ses anciennes amours avec le Fonds monétaire international, qui est l'une des prestigieuses institutions de Bretton Woods. Ceci pour savoir, est-ce que notre envolée avec le FMI va nous apporter le bonheur tant attendu? Il est donc important que le monde scientifique, que le monde professionnel puisse scruter de la manière la plus objective possible les relations qui peuvent exister entre un pays et cette institution et quels sont les résultats qui peuvent être attendus pour ne pas être déçus ou alors pour être bien rassurés. Et nous allons donc commencer par faire le point de la situation. Dans l'introduction, ces graphiques essaient de vous montrer pourquoi on recourt au Fonds monétaire international. Et sur ce tableau, comme vous pouvez le voir, il y a des pays qui s'enrichissent et il y a des pays qui s'appauvrissent. Et c'est dans cette catégorie des pays qui n'arrivent pas à s'enrichir où vous retrouvez souvent la nécessité des programmes avec les institutions de Bretton Woods. C'est souvent quand on est malade qu'on va chez le médecin. Et vous voyez la République démocratique du Congo, comment elle s'est appauvrie. En principe, elle était à ce niveau-là. Ça, c'est le PIB per capita, donc le revenu par habitant, donc le revenu moyen, qui est en fait les ratios qui rapportent donc le revenu, donc la production des richesses à l'ensemble de la population. On trouve une moyenne. Et voilà comment la RDC est tombée. Vous voyez par contre d'autres pays qui étaient de loin inférieurs à la RDC, mais qui ont plutôt vu leur niveau de vie s'accroître.
Voilà l'une des raisons qui explique que la RDC est en train effectivement de chercher la voie de sortie. On peut passer au slash suivant. Ce deuxième graphique vous montre aussi, comparé à Botswana, qui est aussi un pays africain, où la gouvernance semble être différente de celle que nous avons dans notre pays. Et vous avez, pour la RDC, il faut le prendre avec ces repères ici. Les repères qui sont à droite, vous allez voir, un Congolais moyen avait un revenu de plus ou moins 1066 $. C'était en 1960. Voilà certaines personnes qui ont vécu en 1960 ici, comme les recteurs des universités protestantes, peuvent effectivement nous dire que les Congolais moyens de 1960 avaient un niveau de vie supérieur aux Congolais moyens d'aujourd'hui. Parce que statistiquement, les Congolais moyens d'aujourd'hui, voilà là où il est. Par contre, un Botswanais moyen, et là il faut voir maintenant les repères statistiques à partir d'ici, un Botswanais moyen, voilà là où il était en 1960, de loin inférieur à un Congolais moyen. Mais regarde là où il est aujourd'hui par rapport au Congolais moyen. Et tout ceci pour vous dire pourquoi est-ce que la RDC cherche des solutions ailleurs. On passe à ce slash qui essaie de vous expliquer quelles sont les raisons que tout le monde attache lorsqu'il voit les niveaux de vie des Congolais moyens ou des Africains d'une manière générale ou des pays en voie de développement s'est détérioré. Certaines parlent de la malédiction des ressources naturelles, la fameuse maladie hollandaise, c'est-à-dire que plus vous avez des ressources abondantes comme la RDC, plus vous êtes maudit et vous ne savez pas gérer la manne qui vous a été léguée par la nature. Il y a aussi certains scientifiques qui parlent de la malédiction des institutions, notamment les professeurs Achemoglu et James Robinson, qui étaient ici lors de ma présentation de la thèse. Et pour eux, ils disent, quand vous avez des institutions extractives, c'est-à-dire des institutions qui ne permettent pas de partager les revenus avec l'ensemble de la population, et que ces revenus servent à une classe des gens, et vous avez donc des institutions extractives au lieu d'avoir des institutions inclusives. Donc ici, les scientifiques expliquent la détérioration des situations économiques des pays par la malédiction des institutions. Donc des institutions non efficaces, des institutions médiocres. D'autres chercheurs dont l'échantillon est nommé parlent de la malédiction du climat. Certains scientifiques démontrent que c'est parce qu'il y a un climat chaud, un climat excessif, qui n'est pas soutenable, qui fait que certains pays sont sous-développés. Il y a d'autres chercheurs, comme Quintana. Ils soutiennent que non, c'est le problème de la race et de la culture qui fait que certains pays ne peuvent pas se développer et d'autres peuvent se développer. Évidemment, il y a d'autres qui parlent, comme Dreher, de la malédiction des programmes d'ajustement du Fonds monétaire international. Pour dire que si vous êtes soutenu par le Fonds monétaire international, rassurez-vous, vous êtes maudit. Vous ne pouvez pas avancer. Et c'est des articles scientifiques. Et puis, il y a d'autres qui soutiennent la malédiction du leadership. Ça, c'est une thèse que nous sommes en train de développer. Nous remercions d'ailleurs les recteurs de l'UPC ainsi que le secrétaire général académique de nous soutenir parce que nous avons créé ici au sein de cette université une école de leadership dans la faculté des sciences économiques pour effectivement démontrer que scientifiquement il y a une liaison
crédible, positive entre la médiocrité dans le leadership et les niveaux du développement des pays. Voilà donc ramasser les explications. Alors, cet article, comme vous le savez, nous sommes en train de vouloir montrer quel est l'impact des relations entre le Fonds monétaire international et un pays africain, et notamment la République démocratique du Congo. On peut passer au slash. Alors, le background. C'est depuis 2012 que la RDC n'est pas en programme avec le Fonds monétaire international. En 2012, je suis ministre des Finances. La RDC réalise tous les critères pour que le programme soit validé et que les tirages soient faits. Le Fonds monétaire refuse pour des raisons notamment qu'on peut considérer comme politiques. Parce qu'en fait, tous les critères qui étaient contenus dans le programme étaient réalisés, mais le Fonds monétaire refuse tout simplement parce qu'il y a eu un contrat qui a été adjugé par la GECAMINE et ce contrat n'a pas respecté les règles de gouvernance et pour cela, on ne pouvait pas donc avaliser un programme qui a été à 100% respecté selon les critères préétablis. Et donc, cette situation a fait que depuis 2012 jusqu'en 2016, on n'a pas été en programme avec le Fonds monétaire international. Mais en 2017 jusqu'en 2019, le Premier ministre qui se sont suivis ont demandé de renouer avec le Fonds monétaire international parce que pour certains, quand on est avec le Fonds monétaire international, on doit réussir. Quand on n'est pas avec le Fonds monétaire international, on doit échouer. Et effectivement, cet article va vous démontrer si cela est vrai ou si cela est faux, mais de manière scientifique. On peut passer au slide suivant. Alors, comme je l'ai dit d'entrée léger, lorsqu'on annonce en décembre 2019 l'entrée en programme de la RDC avec le Fonds monétaire international, il y a des commentaires dans tous les sens. Certains même disent que nous sommes sauvés. Comme si le Fonds monétaire international était la potion magique pour sortir la RDC de ses problèmes économiques et sociaux. Alors, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui essayent effectivement de pouvoir décrypter l'impact d'un programme économique du Fonds monétaire international sur l'envolée économique et sociale d'un pays qui est en programme. Et nous avons essayé, dans le cadre de cet article que vous allez lire calmement, nous avons essayé de faire une revue assez exhaustive et approfondie, mais il se fait que malheureusement, tous les articles aboutissent à la conclusion que le programme du Fonds monétaire international, loin de pouvoir apporter les effets positifs, apporte plutôt des problèmes, crée des problèmes. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer parce que très rarement, s'il y a des effets positifs, ces effets sont très faibles et statistiquement non significatifs. On peut passer au plan suivant. Dans le cadre de la RDC, nous avons essayé de rentrer statistiquement jusqu'en 1960 pour essayer de voir quel a été le comportement de l'économie congolaise depuis 1960 jusqu'en 2019. Et nous avons réalisé qu'il y a plusieurs programmes que la République démocratique du Congo a contracté avec le Fonds monétaire international de 1960 jusqu'en 2019. Évidemment,
au cours de cette période, on réalisera que l'assistance du Fonds monétaire international n'a pas produit des effets escomptés. Est-ce alors une malédiction du Fonds monétaire international, comme le soutiendraient certaines personnes, ou alors une malédiction des ressources naturelles, parce que la RDC est aussi comptée parmi les pays qui disposent des ressources naturelles abondantes, ou alors c'est une malédiction des institutions, ou alors une malédiction de leadership. Mais l'étude va quand même nous montrer quelle est la vraie malédiction. Voilà, monsieur le lecteur, chers professeurs, distingués invités, un tableau synoptique qui essaie de vous montrer un peu comment l'économie congolaise s'est comportée. Nous avons pris des chiffres à partir de 1980 parce que nous n'avons pas des chiffres pour les autres pays, nous n'avons pas des chiffres fiables. Mais ici, nous essayons de vous montrer à partir de 1980 jusqu'en 2018 les périodes où le pays était en programme avec le Fonds monétaire, notamment ici de 1980 en 1990. Le pays était en programme avec le Fonds. Entre 1991 et 2000, il n'était pas en programme. 2001 à 2011, c'était un programme. De 2012 en 2016, pas de programme. Et de 2017 en 2018, pas de programme. Alors, lorsque vous regardez la façon dont la croissance s'est comportée, et ici, c'est une statistique qui est assez robuste, assez consolidée, parce qu'on essaie de comparer le PIB per capita de la RDC à la moyenne du PIB per capita dans l'Afrique subsaharienne. Comment est-ce que la création des richesses per capita s'est comportée? Et vous voyez que pendant qu'on était en programme avec le fonds, comment il s'est comporté? C'était pas affamé. Et vous voyez même, pendant la période où on n'était pas en programme non plus, ça n'a pas marché. Et vous voyez que c'est entre la période 2012 et 2016 où la croissance économique de la RDC s'est comportée de la manière la plus favorable depuis 1980, en fonds ou en programme avec les fonds ou pas, et c'est cette période-là. Quand on compare aussi l'inflation, vous connaissez, l'inflation c'est une variable clé. Je parlais avec le professeur Kouza tout à l'heure, lui qui est spécialiste dans le domaine médical, il me disait qu'est-ce que c'est les taux de change. J'ai lui donné l'exemple. Les taux d'échange, c'est en médecine les 36 degrés du corps humain. C'est ça la magie que Dieu a créée dans le corps humain. Quand le corps est à 36 ou à 35, il fonctionne à merveille. Le secrétaire général académique a accepté ça. Donc ici aussi, l'inflation et les taux de change, c'est deux variables clés pour prélever la température corporelle d'une économie. Et donc c'est pour ça qu'en économie, on insiste sur les taux de change et les taux d'inflation. Et comme vous l'aurez vu ici, c'est effectivement entre 2012 et 2016 où nous avons la meilleure indication de l'inflation comparée donc à l'Afrique subsaharienne. La même chose, lorsqu'on avance sur les variables comme le solde de la balance des paiements, qui est aussi une variable clé, et quand on veut savoir si l'économie globale se comporte bien, il faut aussi voir l'économie et les compartiments extérieurs. Alors, ceci est très important, distingués invités, c'est de savoir si cette performance de l'économie congolaise comparée à l'économie de l'économie subsaharienne en Afrique n'était pas due au comportement favorable des matières premières, notamment le cuivre et le cobalt. Parce que ceci peut être dû à des variables qu'on peut considérer comme temporaires. Mais là aussi, la régression économétrique que nous avons faite permet donc de démontrer que l'élasticité des prix des matières premières et la croissance est négative, c'est-à-dire
ce ne sont pas les prix des matières premières qui ont impacté les performances économiques réalisées par la République démocratique du Congo comparées aux performances de l'ensemble du continent se situant au sud du Sahara au cours de la période 2012-2016. Et comme vous pouvez le voir, depuis 1980 jusqu'en 2018, cette période-là, de 2012 à 2016, où la RDC n'était pas en programme avec le Fonds monétaire international, cette période s'est comportée de la manière la plus favorable par rapport aux autres périodes où les pays étaient soit en programme avec le Fonds, soit n'étaient pas en programme avec le Fonds monétaire international. Ici donc, nous avons une série de statistiques qui essayent de vous montrer depuis 1960, parce qu'ici, comme il s'agit des statistiques uniquement de la RDC et qu'on ne peut pas les comparer à l'ensemble du continent, soit en dessous du Sahara, nous essayons de vous montrer toutes les périodes où la RDC était en programme avec le Fonds monétaire depuis 1960. Et on vous montre les différentes performances en rapport notamment avec la croissance du PIB par habitant. Et comme vous l'aurez remarqué, depuis 1960, c'est lorsque les pays, la RDC n'est pas en programme avec le Fonds monétaire international, qu'il réalise un taux de croissance moyen le plus élevé. Et on peut même dire qu'il est pratiquement au double de ce qu'on a réalisé entre donc 2001 et 2012. Nous avons aussi comparé une variable clé, la masse monétaire. Les médecins diront que c'est le sang qui circule dans le corps humain. Lorsque le sang est en surquantité, il y a une tension. Ici, c'est la même chose. Lorsque la masse monétaire, c'est-à-dire les liquidités en circulation, sont très très abondantes, ou elles sont excessives, comme c'était le cas entre 1991 et 2000, la période où la RDC a enregistré l'hyperinflation, justement, avec les billets de 1 million, et ainsi de suite. La masse monétaire est donc un indicateur clé qui démontre si l'économie est bien gérée ou pas. Donc, comme vous le verrez, depuis 1960, c'est la période où la RDC n'est pas en programme avec le Fonds monétaire international que le gouvernement a la maîtrise du sang qui circule dans les corps de l'économie nationale. Nous avons un autre indicateur, je parle de cet indicateur, l'inflation. Vous savez, nous les économistes, nous disons l'inflation, c'est un impôt tacite, un impôt intelligent que le gouvernement impose sur les revenus des Congolais ou des citoyens. Et d'une manière générale, c'est un impôt implicite et tacite. On vous prélève le pouvoir d'achat sans venir vous chercher à la maison comme les agents de santé. C'est ça l'inflation. C'est ça la dépréciation monétaire. C'est un impôt sur les revenus et surtout de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources et qui touchent les revenus à monnaie nationale. Voilà comment l'inflation a évolué. Encore une fois ici, par la magie des chiffres, nous réalisons que c'est toujours pendant cette période où la RDC n'est pas en programme avec le Fonds monétaire qui réalise la meilleure performance corrélée scientifique. Les taux d'échange, les fameux taux d'échange, et je crois que ces jours-ci, la RDC est très animée par les théories des taux d'échange sur le marché d'échange pour savoir quels sont les meilleurs moyens pour stabiliser les taux d'échange. Et voilà, s'il fallait chercher les moyens, je crois qu'on peut aller trouver entre 2012 et 2016, où la RDC aura réalisé le faible niveau du taux de dépréciation monétaire depuis 1960, comme vous l'avez vu statistiquement démontré ici. Alors, ces statistiques, cher professeur, distingués invités, comme nous l'avons dit, c'est un travail que nous avons réalisé à deux, moi-même, ainsi que l'économiste candidat PhD Jean-Paul Tsatsa, qui fait sa thèse
dans l'université de Harvard, au Canada, Laval. Et donc, nous avons réalisé un modèle économétrique qui essaye de tester les variables explicatives par rapport aux variables expliquées. Et nous avons trouvé que cette corrélation était solide, qu'elle était musclée et qu'elle permet effectivement de pouvoir soutenir les conclusions que nous sommes en train de vous communiquer tout à l'heure. Donc, ce modèle nous permet de vous rassurer que les conclusions sont effectivement soutenables et peuvent résister à l'issue du temps. Les analyses que nous avons faites permettent de pouvoir apprécier les effets d'un programme d'ajustement avec le Fonds monétaire international. Est-ce que, sur base de ça, nous devons conclure que c'est le Fonds monétaire qui est en faute, ou bien c'est le pays qui a contracté qui est en faute? Ça, c'est très important, mais nous le démontrons dans les lignes qui suivent. Alors, on peut passer. Évidemment, ici, si on nous posait la question, pendant toute cette période où la RDC, comme vous l'avez vu, un programme avec le fonds, a échoué, est-ce une malédiction du Fonds monétaire international? Nous allons dire non. Le Fonds monétaire international, ce n'est pas un démon qui vient pour maudire un pays. C'est une institution prestigieuse d'ailleurs et dans laquelle travaillent, en tout cas, parmi les plus brillants économistes de ce monde. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux effets. Il y a l'aléa moral et le syndrome hollandais, qui essaient d'expliquer pourquoi est-ce que le programme avec le Fonds monétaire international souvent ne réussit pas. L'aléa moral, c'est que lorsqu'un pays est en programme avec le Fonds monétaire, il semble être satisfait par la couverture morale d'une institution prestigieuse comme le Fonds monétaire international. Ce qui dirait, un malade qui est traité par le meilleur médecin du coin peut se sentir, non, je peux me comporter, mais le docteur, c'est le meilleur docteur que je puisse avoir. C'est ça l'aléa morale. C'est comme quelqu'un dont le véhicule est assuré et qui peut se comporter, qui peut conduire et boire un peu pour dire, écoutez, vous savez, le véhicule est assuré. C'est l'aléa moral qui fait que parfois un pays peut être en programme avec le Fonds monétaire international, mais il ne respecte pas la prescription parce qu'étant en couverture. Et cela peut amener le pays à se comporter parfois de manière non rationnelle et appliquer des mesures qui ne sont pas appropriées. Le deuxième facteur, c'est le syndrome hollandais. Rappelez-vous que l'expression syndrome hollandais est née vers les années 70, lorsque les scientifiques remarqueront que le Pays-Bas ayant découvert des gisements importants, des gaz dans ses sous-sols, il va essayer de réfléchir de manière à ce que les politiques économiques du Pays-Bas n'ont pas été aussi efficaces et que les résultats n'ont pas été favorables. Et les scientifiques lieront la faiblesse des performances de l'économie hollandaise à la découverte des ressources abondantes naturelles. Et c'est de là qu'est parti le syndrome hollandais, qu'on peut aussi appeler, en d'autres termes, la malédiction des ressources naturelles. C'est-à-dire, lorsqu'un pays, comme la RDC, reçoit des revenus importants, tirés des ressources naturelles, comme les cuivres, et donc s'abstient de mettre en œuvre des politiques conjoncturelles et structurelles appropriées pour pouvoir impacter économiquement et socialement de manière positive son économie. Et voilà donc les pièges dans lesquels tombent souvent
certaines économies qui sont en programme avec le Fonds monétaire. Et lorsque les résultats ne sont pas favorables, on parle de la malédiction du Fonds monétaire international. On peut passer à... Voilà. Autrement dit, il faut essayer de voir ailleurs. Quand on parle de l'aléa moral, c'est de la responsabilité du pays contractant. Quand on parle du syndrome hollandais, c'est de la responsabilité du pays contractant. Et donc, c'est là où nous disons qu'il faut essayer d'aller voir sur les binômes leadership-gouvernance pour éventuellement disculper les Fonds monétaires internationaux, ne pas parler de la malédiction du Fonds monétaire, mais plutôt peut-être parler de la malédiction de leadership et de la gouvernance. Mais le texte va nous dire si cela est vrai. Voilà un peu ce que nous avons essayé. Je crois que ce n'est pas très visible, c'est trop petit. Mais en réalité, ici, il s'agit d'un pays dont l'économie est en mauvaise santé et qui souhaiterait entrer en programme avec le Fonds monétaire ou ne pas entrer en programme avec le Fonds monétaire pour pouvoir réussir la prospérité tant recherchée. Ici, nous voyons, c'est le pays qui cherche à entrer en programme avec le Fonds monétaire international, mais qui n'applique pas les leaderships et la gouvernance nécessaires et qui atterrit vers la décadence économique. De l'autre côté, nous avons un pays, vous savez, il y a des pays qui n'ont jamais été en programme avec le Fonds monétaire, mais qui ont réussi et qui sont prospères. Et ici donc, vous avez l'autre pays qui, devant une difficulté, souhaite faire un ajustement de qualité, un leadership de qualité, une gouvernance de qualité, et qui aboutit à une prospérité économique et sociale de son pays. Mais vous pourriez voir ces diagrammes dans les livres, il est bien clair. Donc on peut avancer. Alors ici, distingués invités, c'est justement les éléments explicatifs d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et on réalise ici que chaque fois, et là nous avons plus ce qu'on appelle l'indice de perception de la gouvernance de la politique budgétaire. Et nous avons regardé, par exemple, les soldes budgétaires des finances publiques constituent un indicateur clé, un des indicateurs clés pour dire si la gouvernance d'un pays est de qualité ou pas. Et nous avons vu qu'à certaines périodes, le pays a réalisé des performances en termes de gestion, en termes de gouvernance, et notamment vers l'année 2012. On retrouve aussi vers l'année 2010, et ici c'était en 2001 ou 2002, lorsque le pays avait repris le programme avec le Fonds monétaire, c'est pour acheter en 2001 en 2002, avec le professeur Matouroulou, ministre des Finances de l'époque. Ici, c'est un indicateur sur la qualité des institutions et la qualité de la gouvernance dans un pays. Et nous avons essayé de prendre depuis 2005 jusqu'en 2018, et les données sont donc de la Banque mondiale et certaines de la RDC. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est toujours vers cette période où la RDC n'était pas en programme avec le Fonds monétaire international que l'indice de gouvernance était le plus élevé. Alors, sur base de cette analyse économétrique que nous avons essayé de faire, il a été possible de démontrer que les programmes du Fonds monétaire international n'ont pas nécessairement un impact positif sur la croissance économique d'un pays, comme vous l'avez vu.
depuis 1960, les périodes où la RDC était un programme avec le Fonds monétaire international n'ont pas été de meilleures périodes. Et nous pouvons même dire que les effets sont statistiquement négatifs et non significatifs. Et donc, dans ce papier que nous avons élaboré avec Jean-Paul Tsatsa, nous arrivons à la conclusion qu'il faut que les Congolais puissent nuancer leur espoir lorsque nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Parce que si ces statistiques que nous avons montrées se répètent, c'est que vous risquez d'être découragé. Parce qu'en réalité, le programme avec le Fonds monétaire international n'est pas une assurance pour des raisons que nous vous avons évoquées, d'aléas moraux, du syndrome hollandais, ou en d'autres termes, de la malédiction des ressources humaines, de la malédiction des ressources naturelles, à laquelle on peut ajouter la malédiction des leaderships et des gouvernances. Parce que la période entre 2012 et 2016, c'était plutôt une période qui avait bénéficié d'une bénédiction en termes de leadership, d'une bénédiction en termes de gouvernance. Je vous remercie.